Shafiq, à toi la parole. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de se retrouver un dimanche matin. Donc, pour parler un peu des explorations en allergologie. Donc, ma partie sera consacrée aux explorations en allergie respiratoire. Je ne peux pas parler de la rhinite allergique, mais on parlera de l'asthme et quelles explorations il faut faire. Donc, je vais insister sur deux explorations. C'est la radiographie du thorax, en insistant sur un peu les pièges radiologiques, et puis j'insiste sur l'importance de l'exploration fonctionnelle respiratoire et bien sûr la clinique qui est la pierre angulaire dans la prise en charge de cette démarche. On a l'habitude de travailler ensemble, Saïd et Younes, donc pour les ateliers du CFA. On travaille toujours par objectif. Donc j'ai essayé de faire un mini-atelier. Donc les objectifs de cet atelier seront que faire devant des sifflements thoraciques, citer des signes cliniques contre le diagnostic de l'asthme. Parce que devant un enfant siffleur, la démarche, c'est d'abord ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel. Et on rappelle toujours l'adage, pour les jeunes, tout ce qui siffle n'est pas asthme. Et puis l'intérêt de la radiographie du thorax, là également la radiographie du thorax, ce n'est pas pour rechercher la distension, mais pour éliminer les diagnostics différentiels, les signes radiologiques qui sont contre le diagnostic de l'asthme. Et puis les indications principales de la spirométrie. Le professeur Rolfessi n'est pas là, mais on a beaucoup travaillé sur la spirométrie ensemble. Et puis donc les manifestations cliniques qui font évoquer un asthme chez l'enfant ou chez le nourrisson. Donc, il est d'usage dans un atelier de commencer par un pré-test, juste très rapidement. Alors, devant des épisodes de pneumopathie à répétition avec des sifflements et bronchorrhées, le premier diagnostic à évoquer est de l'asthme. Vrai, faux? C'est faux. D'accord. La radiographie du thorax n'est pas indispensable au diagnostic d'un asthme, d'un asthmatique vu pour la première fois. Vrai, faux? Bon, on va faire la correction tout à l'heure. Une distension bilatérale et symétrique est en faveur du diagnostic de l'asthme. Une hyperclarté localisée est contre le diagnostic de l'asthme. Un bouton aortique non visualisé est contre le diagnostic de l'asthme. Un test de réversibilité n'est pas indispensable si le VMS est de 90% chez l'enfant. Je vous laisse réfléchir un peu. Un coefficient de Tifno à 80% est contre le diagnostic de l'asthme. Un test de réversibilité de 8% est en faveur du diagnostic d'asthme chez l'enfant. Vrai ou faux? Une capacité pulmonaire totale inférieure à 90%, un VMS diminué, une capacité vitale diminuée est en faveur du diagnostic de l'asthme. Vrai ou faux? Au cours d'une exacerbation d'asthme, le EFR est nécessaire pour faire le diagnostic. Non, je crois que la plupart. Alors, on va commencer par quelques cas cliniques de radiographie, de pneumologie pédiatrique. Donc, là, c'est un enfant de 16 mois admis le matin du 15-12 pour une détresse respiratoire d'installation brutale. Il y a des antécédents familiaux d'asthme. La maman a une rhinite allergique. Il aurait fait 2 épisodes de bronchiolite. Puis à l'examen, on trouve qu'il avait des sifflements, une coloration rose. Le diagnostic retenu est l'asthme du nourrisson, mais quand il reçoit les traitements de bronchodilatateurs, il ne répond pas. Donc on demande une radiographie du thorax. Donc qu'est-ce que vous voyez dans la radiographie du thorax? Je crois que les anciens connaissent, laissez un peu les jeunes. Donc effectivement, c'est une hyperclarté localisée. D'accord. Donc c'est une hyperclarté localisée. La bronchoscopie qui a été faite, donc c'est un fragment de cacahuète qui a été tiré des bronches de cet enfant. Donc je crois que ça, c'est le piège un peu numéro 1 devant des sifflements thoraciques. C'est passer à travers un corps étranger et je crois que c'est des malades qui sont pénalisés parce que ça retarde énormément la prise en charge diagnostique et ça aboutit à une surconsommation d'antibiothérapie
Et finalement, c'est l'enfant qui paye un peu la facture, et parfois ça aboutit à des poumons détruits. Bon, parfois ça peut se traduire par une atelectasie persistante, un emphysème obstructif, un pneumothorax. Donc c'est dire que devant tout syndrome de pénétration, il faut faire une bronchoscopie. Donc le cas numéro 2, c'est un enfant admis pour une toux chronique. Je rappelle que les étiologies de toux chroniques sont nombreuses. Une toux chronique, c'est une toux qui persiste plus de 3 semaines. Il avait quelques sueurs nocturnes, donc il a fait une bronchiolite à 6 mois. Il a une atopie familiale, personnelle. Il a reçu un traitement par antibiothérapie, sans problème. Il a été mis sous macrolide, ça n'a pas changé grand-chose. Il est mis sous corticothérapie inhalée, mais il n'y a pas d'évolution favorable. Voilà sa radiographie du thorax. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, je ne crois pas que la radio, ce n'est pas au radiologue de l'interpréter, c'est à nous de faire un effort. Donc, la radiographie montre un élargissement médiastinal avec une déviation de la trachée à ce niveau-là. Donc là, on suspecte qu'il y a une compression à ce niveau-là. Donc, une TDM qui a été faite, donc l'orientation faite pour une tuberculose, montre qu'il y a des paquets d'adénopathie médiastinale. Donc l'IDR était positif. À l'époque, on ne faisait pas beaucoup de gènes experts. Donc la recherche de BK était négative. Et c'était le diagnostic de tuberculose. Donc il reste un problème de santé publique. Je crois que l'atelier qui vient de se terminer a élucidé un peu beaucoup de données sur cette maladie. Troisième cas, un enfant qui est admis pour un stridor, une toux diurne et nocturne depuis la naissance et un encombrement. Depuis, il a fait du nomadisme médical avec la mise sous antibiothérapie, sous traitement anti-reflux, corticothérapie, la kinésithérapie, aucune évolution favorable. J'insiste beaucoup sur la clinique. Un enfant qui est encombré depuis la naissance, ça veut dire que c'est un problème d'anatomie. C'est très important. Et depuis la naissance, l'asthme ne commence jamais à la naissance. Donc, quelqu'un qui ne répond pas au traitement de l'asthme bien conduit, ce n'est pas de l'asthme, mais il faut qu'il soit bien conduit. Juste, je me dis que la clinique, elle est très importante. Donc, quand on regarde la radiographie avec beaucoup de finesse, je ne sais pas ce que vous voyez, donc on a une trachée qui semble un peu déviée de ce côté, puis un bouton aortique qu'on ne voit pas très bien. On revient toujours à la clinique et je dis que la radio, on l'interprète toujours avec la clinique. Il est nécessaire de toujours, quand on demande une radio, de mettre les renseignements cliniques et le diagnostic à évoquer. Ce n'est pas au radiologue d'évoquer le diagnostic. Une radio normale pour le radiologue n'est pas une radio normale pour nous. Il faut toujours interpréter vous-même la radiographie et c'est dire la nécessité de toujours... Ailleurs, si vous demandez une radio, vous ne mettez pas les renseignements, on ne vous met pas le diagnostic, on vous remet juste la photo de la radio. Donc voilà, finalement, c'était un double arc vasculaire, qui était objectivé par la TDM. On peut faire un angioscanner. Donc je rappelle l'histoire clinique, il avait un stridor à la naissance. Donc ça, c'est très important. Donc stridor, c'est un vaisseau anormal qui cravache l'œsophage et qui donne donc des anomalies. Ça peut se manifester par un encombrement très persistant. Je passe très rapidement. Donc c'est un enfant suivi pour un asthme sévère. Je dis que les asthmes sévères sont très rares chez l'enfant. Corticothérapie inhalée, bien faite, sans réponse, pas d'évolution favorable. Voici sa radiographie du thorax. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, un petit piégeage, une radio de très mauvaise qualité par ailleurs, trop pénétrée. On pense à un corps étranger, il n'y a pas de syndrome de pénétration. Bon, ce n'est pas grave si on fait une fibro. Voilà une TDM qui a été faite. On voit une compression de la bronche souche, adénopathie, on ne sait pas très bien. Donc voilà, et finalement, c'était une formation un peu kystique à ce niveau qui comprimait, qui donnait cet emphysème. Donc c'était un kyste bronchogénique. Donc les malformations pulmonaires, c'est une cause de sifflement thoracique. C'est très important. Donc voilà le diagnostic. Alors cas numéro 5, donc c'est un bébé qui est né à terme, il n'y a pas de syndrome de pénétration. Il a fait une infection pulmonaire sévère à l'âge de 3 mois. Et puis donc... il est toujours dans les cabinets médicaux, tantôt il s'encombre, tantôt il siffle, mais jamais le problème se règle.
il n'est jamais bien, donc il garde toujours un intervalle intercritique qui est symptomatique. Il est polypnéique, une PCR positive pour l'adénovirus. L'adénovirus, c'est un germe qui est très méchant, plus méchant que le Covid. Ça laisse beaucoup de traces, en particulier le 3, le 7, le 3, le 21. Cette année, on a eu beaucoup de métapneumovirus qui ont laissé des séquelles. Un test à la sueur qui était négatif, une numération qui était normale. Donc la radiographie du thorax, donc on voit qu'il y a du bronchique à ce niveau-là, des hyperclartés localisées. Donc ça oriente vers des troubles de la ventilation. Et quand on fait donc un TDM thoracique, on voit cet aspect d'alternance de zones hyper claires, de zones moins claires, de zones donc piégeage d'air, parfois des bandes d'atelectasie. Donc c'est un aspect qui évoque ce qu'on appelle des séquelles de virose aux bronchiolites oblitérantes. Donc c'est vraiment embêtant dans sa prise en charge. Donc atelectasie. Donc voilà l'image histologique, c'est une bronchiolite oblitérante. Donc cas numéro 6, donc un enfant qui est hospitalisé pour bilan d'une cassure de la courbe staturopondérale. Il sifflote un peu, l'examen est très gênant par les crépitations, par le sifflement. Il a été traité par des antileucotriens, ça ne marche pas. Corticothérapie, l'examen, on trouve un souffle systolique. Donc là, ça, le diagnostic ne pose aucun problème. C'était une cardiopathie avec une cardiomégalie. Donc toutes les cardiopathies avec chaîne de gorge droit, c'est un diagnostic différentiel de l'asthme. Le cas numéro 7, donc c'est un enfant donc, qui a reçu une ventilation durant la période néonatale. C'est-à-dire l'importance des renseignements cliniques, juste cette notion. Il a été ventilé pendant plus de 2 mois avec manifestation sifflantes répétées, une dyspnée pour des efforts modérés. Voilà sa TDM thoracique, une hernie à ce niveau-là, pulmonaire, des invaginations intrapleurales, et puis des bandes d'atelectasie, des hyperclartés. Donc c'est un diagnostic de bronchodysplasie, c'est également un diagnostic différentiel. Alors le cas numéro 8, donc c'est un enfant qui faisait énormément d'infections, donc la rate n'est pas est à gauche, le foie est à gauche, il faisait beaucoup d'infections ORL. Ça, c'est un signe qui doit orienter. Quand on fait beaucoup d'infections ORL récidivantes, des épisodes de sifflement, d'encombrement. Alors, quand on fait sa radio, c'est-à-dire l'importance de toujours orienter la radio. Donc, c'était un syndrome de Cartagena. Le diagnostic se fait par la biopsie et puis l'étude au microscope électronique. Donc, il y a des cas familiaux. Le cas numéro 9, donc c'est un enfant qui fait beaucoup de pneumopathie à répétition, une diarrhée, une toux productive, donc un retard staturopondéral, un hypocratisme digital. Donc voilà sa radiographie du thorax, poumon sale avec du bronchique, son scanner. Donc c'était une mucoviscidose objectivée par l'étude génétique et le test à la sueur. Donc c'est un diagnostic différentiel. Alors, donc, il y a d'autres diagnostics différentiels, on ne va pas retarder, tels que l'hyperventilation. Ça, c'est un enfant qui ventile énormément, qui a une sensation de soif, mais avec une gêne surtout diurne. La toux nocturne, la toux plutôt diurne, qui fait évoquer une toux psychogène. Et puis, donc, la maladie ciliaire, qui fait beaucoup d'otite, et d'un enfant qui fait beaucoup d'infections. Donc, c'est dire l'importance de la radiographie du thorax dans les explorations. Et devant un enfant qui siffle, donc elle doit être bien regardée. Une radio, ça se regarde sur un négatoscope. Et on ne cherche pas la distension, mais surtout les diagnostics différentiels, en rappelant que tout ce qui siffle n'est pas un asthme. Alors pour l'exploration, c'est indispensable pour le diagnostic. On ne la fait pas pour l'enfant quand il siffle, ça n'a aucun intérêt. Quand on a des sifflements, ça veut dire qu'on a déjà une obstruction de plus de 60%. Donc comme le montre un peu cette exploration fonctionnelle respiratoire, donc qui montre que l'enfant qui a des épisodes de sifflement dans la petite enfance. Est-ce que vous voyez là? D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir les chiffres un peu? Donc quels sont les paramètres qu'on cherche devant une exploration fonctionnelle respiratoire? Donc c'est le Typhlo. Le Typhlo, c'est un médecin qui n'entendait pas. Il y a beaucoup de génies qui n'entendaient pas. Beethoven n'entendait pas sa musique. Puis il avait un copain. Merci. De temps en temps, on a des copains en médecine. Donc, et il lui fait, le médecin qui voyait les malades filer à son ami là les gens pour les malades. Il les fait souffler. C'est comme ça qu'on a découvert un peu ce puissant de Typhlo.
C'est une des prouesses de la médecine française. Voilà, donc on cherche le VMS sur la capacité vitale forcée. Il y avait des hésitations il y a quelques années entre capacité vitale lente et forcée. Bon, il y a quelques semaines, ça a été tranché. Le VMS, c'est le VMS sur la capacité vitale forcée. Donc il doit être normalement au-delà de 70%, 80%, et même chez l'enfant de 90%. Donc on cherche le TIFNO et puis le VMS qui diminue la sévérité. Voilà, là on est à 86%. On peut dire que c'est normal, mais il est nécessaire chez l'enfant de toujours faire une épreuve de réversibilité. Donner 4 bouffées de bronchodilatateur et voir un peu la réponse. Est-ce qu'il y a une augmentation de plus de 12%? Chez les adultes, on dit 12% plus 500 ml. Il y a les dernières recommandations de l'ATS qui vraiment disent que maintenant, si c'est augmenté plus de 10%, on retient la réversibilité. Donc le message le plus important, c'est faire une EFR quand on a des manifestations atypiques pour corroborer la sensation de bien-être respiratoire et que l'asthme est bien. Actuellement, la prise en charge moderne ne peut pas se passer d'une exploration fonctionnelle respiratoire. On ne la fait pas dans l'épisode de sifflement ou au décours d'un épisode. Et puis quand on l'a fait, il faut bien lire est-ce que le malade a bien soufflé. Donc on voit la courbe. Est-ce qu'il a bien? Il faut vraiment souffler avec le patient. Il y a beaucoup de corbes qui sont éliminées. On cherche est-ce qu'il y a un syndrome obstructif qui se définit par la diminution du TIFNO et du VMS. Et on fait toujours un test de réversibilité. Là, on a une augmentation de 13%. Donc, c'est tellement qu'il y a un bronchospasme. Bon, avec là, l'enfant va être bien, mais c'est comme un enfant qui a des notes 7 sur 10. En fait, il peut avoir 10 sur 10. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, c'est un enfant qui avait un test de réversibilité de 11%. Et maintenant, c'est significatif. Mais l'important dans l'exploration, vraiment, il faut la faire, il faut l'accompagner, il faut souffler avec l'enfant, il faut l'accompagner à la fin, il faut le féliciter. Alors, il faut regarder également le VMS 25-75. Donc là également, parfois, il est diminué chez l'asthmatique. Il y a parfois des améliorations, mais il n'est pas reproductible. Pour l'instant, il n'est pas retenu dans les recommandations de l'American Thoracic Society ou les recommandations européennes pour retenir le diagnostic d'asthme. Mais chez les asthmatiques, souvent, il est diminué. Donc le VMS, il traduit l'atteinte des petites voies aériennes. Alors là, je passe. Alors, donc rapidement, une petite mise au point. Donc sur la stratégie d'exploration devant un enfant qui siffle, il faut toujours, donc devant une dyspnée sifflante, chercher les éléments en faveur de l'asthme et chercher le moindre élément qui recuse l'hypothèse d'un asthme. Et cette démarche, on l'applique et dans la clinique, et dans la radio, et pour la fibroscopie. Et avoir donc toujours dans la tête que tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et tous les asthmes ne sifflent pas. Une toux chronique, deuxième partie de la nuit, qui apparaît également lors des excitations, quand l'enfant s'excite, quand il rigole, c'est en faveur de l'asthme. Donc l'interrogatoire est fondamental, la radio du thorax est primordiale, les tests cutanés, juste un petit mot tout à l'heure, nous va en parler. Ce n'est pas indispensable, vraiment, ce n'est pas vital, parce qu'on peut avoir ce qui déclenche un peu les épisodes chez le nourrisson ou les grands enfants, c'est les viroses. Et il faut sortir de ce. Donc, des tests cutanés négatifs, ça élimine un asthme. Des tests positifs également ne veulent absolument rien dire. Ils montrent que juste le sujet, il est sensibilisé. Donc, on ne se base pas sur les tests cutanés pour dire le diagnostic ou pour éliminer le diagnostic de l'asthme. Les IgE, ça ne sert à rien de les demander, vraiment, sauf s'il y a l'histoire clinique est indispensable, une rhinite associée, ou bien s'il y a une allergie alimentaire associée, ou bien si on veut vraiment faire un antidiagnostic. Donc, quelques explorations, la mesure du NO exhalé, on a beaucoup parlé, donc c'est un paramètre de l'inflammation qui traduit des signes d'inflammation au niveau des branches avant que ça se visualise au niveau de l'EFR, mais il n'est pas encore rentré en pratique courante. Le 2P, je crois que pour les gens qui ne peuvent pas avoir une EFR, ils peuvent avoir un 2P. C'est un petit appareil qui pèse 300 grammes, facile à mettre dans un cartable. Si on ne peut pas mettre de EFR, il est effort dépendant. On fait souffler l'enfant, on fait 3 manœuvres. Il doit souffler le plus longtemps, le plus fort possible. Pas l'effet Sarbacane où l'enfant est plus intelligent que le médecin. On peut avoir des valeurs de 600, mais vraiment souffler. Les valeurs chez l'adulte sont en fonction du sexe.
de l'âge et de la taille. Chez l'enfant, ils sont en fonction du sexe, de l'âge et de la taille. Il y a des valeurs, des courbes qu'on peut vous donner. Donc, si on n'a pas de fer, on peut faire une valeur de P, surtout si on a des manifestations atypiques. Donner un bronchodilatateur, si ça augmente de plus de 13%, ça veut dire qu'il y a une réversibilité. C'est même l'ancienne définition de l'asthme, bronchospasme réversible. Donc, c'est un pareil, je crois que tout le monde peut avoir. Et puis, le fer, je crois qu'on en a parlé, c'est indispensable pour le diagnostic. Si on a des manifestations atypiques, c'est indispensable pour confirmer le diagnostic d'asthme. C'est important pour confirmer le contrôle. Je crois qu'on en a parlé hier énormément. On ne se base pas sur la clinique pour dire que... L'interrogatoire, il est fondamental et je crois que c'est important de chercher l'histoire clinique. L'histoire clinique, l'interrogatoire, doit être bien orienté en cherchant les diagnostics différentiels. Cet enfant a-t-il ventilé à la période néonatale? Fait-il des cyanoses quand il tète? Se fatigue-t-il quand il tète? Est-ce qu'il y a une notion de comptage? Est-ce qu'il fait des fausses routes? Est-ce qu'il y a une notion de ventilation? Il vomit, il y a des vomissements facilement, donc il rentre vers un reflux. Est-ce qu'il a fait une infection virale sévère? Depuis, tantôt il s'encombre, tantôt il siffle, ce qui rentre vers une infection, une histoire de séquelles. L'intervalle intercritique, comment il est, ça c'est très important. Quelqu'un qui garde de l'asthme entre de l'asthme, c'est pas de l'asthme. Quelqu'un qui ne répond pas au traitement de l'asthme bien conduit, c'est contre l'asthme. Chercher est-ce qu'il y a une altération de l'état général, chercher est-ce qu'il y a des comorbidités. Un enfant qui ronfle, c'est une comorbidité, et les apnées du sommeil et le ronflement, il faut toujours le chercher un peu dans l'histoire d'un asthmatique. Bien sûr, chercher la sévérité des épisodes. En allergologie, il est toujours l'unité de lieu, de temps, d'action. C'est l'enfant qui va chez la grand-mère, qui a un chat qui commence à tousser, à siffler. Donc il faut toujours... La rentrée scolaire également, c'est une période à risque. Est-ce qu'il répond au traitement de l'asthme? Est-ce qu'il répond à... ça s'améliore un petit peu durant la période estivale. Et puis donc, vraiment un interrogatoire qui doit être minutieux pour chercher la moindre signe ou la moindre hypothèse contre le diagnostic d'asthme. Bien sûr, chercher le mode de garde. On sait que la crèche est un peu... Ces petites infections de la petite enfance, la première de l'année de la crèche, l'enfant il passe 5 jusqu'à 10 épisodes au cours de la première année. Chercher donc l'exposition aux allergènes, le tabagisme passif et puis le contact avec les animaux. Donc je rappelle juste les diagnostics différentiels. Donc il faut toujours avoir en tête le corps étranger, les malformations pulmonaires, la mucoviscidose, les séquelles de virose, la bronchodysplasie, la cardiopathie, la tuberculose, et donc une sténose bronchique, ça c'est très rare, les malformations pulmonaires. Et puis donc, je ne terminerai pas ça, des signes insolites qu'on doit chercher à l'examen clinique, un encombrement persistant entre les épisodes de sifflement, c'est contre l'asthme, une non-réponse au traitement de l'asthme, mais bien conduit, c'est contre de l'asthme, une fatigabilité lors des tétés, c'est contre l'asthme, l'existence d'un stridor, c'est contre l'asthme, un épisode de sifflement ayant commencé brutalement lors du jeu, c'est contre l'asthme, l'existence d'un syndrome de pénétration, c'est contre l'asthme. Un épigramme digital, bon, théoriquement, c'est contre l'asthme, sauf si l'asthme est vieilli. Une toux chronique survenant la première partie, ça évoque plutôt un reflux. Des sifflements unilatéraux, ça évoque plutôt un corps étranger. Une cassure de la courbe staturopondérale, c'est contre l'asthme. Des sueurs nocturnes, c'est contre l'asthme. Et puis la radio, quand on la regarde, c'est pour rechercher encore une fois les diagnostics différentiels. Une hyperclarté localisée, c'est contre l'asthme. Une atélectasie persistante, c'est contre l'asthme. Un bouton aortique non visualisé, c'est contre l'asthme. Une cardiomégalie, une trachée déviée vers la gauche. Une trachée, elle est toujours déviée anatomiquement vers la droite. Une trachée très droite, ça veut dire qu'elle est déviée. Une image en mosaïque au niveau de la TDM faite pour des bronchites sifflantes, c'est contre l'asthme. Et puis un foyer persistant du lobe moyen, c'est contre l'asthme. Le lobe moyen, c'est un peu la poubelle du poumon. Tout ce qui est corps étranger va à ce niveau. Donc la radio, elle est très importante. Donc quand on a un doute, ça se regarde sur le NATO, on demande un cliché en expiration. Un cliché en expiration, il permet de voir que le poumon se vide. Un poumon qui ne se vide pas bien, ça veut dire qu'il y a une compression. C'est soit un granulome, soit un corps étranger. Voilà, je parlais du 2P, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà les valeurs un peu en fonction du sexe, de l'âge, de la taille. Et puis l'intérêt de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc ça, c'est un peu le volume courant. Volume de réserve inspiratoire. Ce qui reste à la fin, c'est le volume résiduel qui est très augmenté chez l'asthmatique.
Voilà, le VMS, après, donc, on fait une expiration très rapide. Donc, ça, c'est les données. Donc, le test de réversibilité, donc, on a parlé un peu de... Puis, donc, on exige donc, une augmentation de 12%. Maintenant, on a abaissé ce chiffre à 10%. Je ne parlais pas des résistances... donc ça, c'est affaire de spécialistes. C'est ça la courbe de bivolume. C'est très important de voir l'aspect de la courbe. S'il est déjà concave un peu vers le bas, juste en voyant les chiffres, c'est déjà ça signe que l'enfant a de l'asthme. Donc voilà une courbe qui est normale. Voilà une courbe d'un syndrome obstructif. Voilà, donc ça c'est... Donc voilà, il faut voir comment l'enfant a soufflé. C'est très important de l'accompagner. On ne lit pas les comptes rendus. L'exploration, ce n'est pas des chiffres, c'est vraiment une manœuvre qui fait fatiguer et l'enfant et le médecin. Donc, je parlais des résistances et je crois que là, donc en conclusion, donc, il faut retenir que tout ce qui siffle n'est pas asthme, donc tout ce qui peut comprimer les branches peut donner un sifflement thoracique. Donc, devant le post-test, donc, pneumopathie à répétition, donc ce n'est pas de l'asthme. La radiographie est indispensable pour le diagnostic d'un asthme pour la première fois. Une distension bilatérale est en faveur d'un asthme. Une hyperclarté localisée est contre le diagnostic de l'asthme, ça c'est vrai. Un bouton aortique non visualisé est contre le diagnostic, ça c'est vrai. Un test de réversibilité est indispensable chez l'enfant, même si le VMS est de 90%. Le coefficient de Tifno à 80% est contre le diagnostic d'asthme. Chez l'enfant, on exige 90%. D'accord ? Chez l'adulte, donc 90%. Un test de réversibilité de 8% est en faveur du diagnostic de l'asthme. C'est vrai, c'est faux? C'est faux. Une capacité pulmonaire totale inférieure à 90%. Un VMS diminué, une capacité vitale diminuée est en faveur du diagnostic de l'asthme? Non. Ça évoque plutôt un syndrome restrictif. Au cours d'une exacerbation d'asthme, l'EFR est nécessaire pour faire le diagnostic? Non, ça n'a aucun intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Marawi.